Bonjour à tous, bienvenue à cette édition de 13h. Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a regagné Bamako hier en provenance de Ouagadougou. Dans la capitale burkinabé, il a rencontré le président du Faso Blaise Compaoré, médiateur dans la crise malienne. Les entretiens ont porté sur les derniers développements de la situation au nord de notre pays. Le chef du gouvernement, à son arrivée, a été interrogé par Bourama Traoré. J'avoue que j'ai été très satisfait de cette rencontre. Il semble qu'il y a de plus en plus de convergence vers le point où nous pourrons considérer qu'il y a l'ouverture d'un canal de discussion, de dialogue entre les MNLA, les gens de Assardine qui ne sont pas des extrémistes et le gouvernement malien. C'est-à-dire pour pouvoir faciliter un dialogue direct entre nous Maliens. Ça ne va pas d'ailleurs se limiter les discussions avec simplement ces deux groupes. C'est une discussion qui va inclure toutes les communautés qui vivent dans le nord du Mali afin de pouvoir trouver une solution holistique et une solution durable de façon à éviter des crises à soubresaut. Ni à Bamako, ni à Kidal, ni sur aucun centimètre carré de ce territoire, les citoyens ne seront contraints de choisir ou de pratiquer leur religion. Donc, une fois que ces deux groupes-là auront compris ça, en ce moment, c'est tout à fait le rôle et le devoir du gouvernement, n'est-ce pas, de s'asseoir et de voir maintenant ces gens-là, qu'est-ce qu'on va en faire. Parmi eux, il y en a qui ont commis des exactions. Il y a la loi qui est là. D'autres ont commis même des crimes contre l'humanité en détruisant des mausolées. D'autres ont commis tout ça. Bon, ça va se régler. Mais aussi, il y a aussi le problème de savoir qu'est-ce qui est à la base de cette rébellion. Est-ce qu'il y a des problèmes de développement des différentes régions? Tout ça, il va falloir qu'on s'assied et qu'on dialogue là-dessus afin de pouvoir vraiment trouver une paix durable entre nous-mêmes Maliens. Par rapport maintenant aux terroristes, je crois que tout le monde est d'avis dans la communauté internationale qu'on ne peut pas négocier avec des terroristes. Alors ça, c'est quelque chose qui va être réglé autrement. Pendant que les démarches sont en cours pour obtenir une résolution qui va permettre le déploiement, je demande encore à tous les Maliens de faire des efforts sur eux-mêmes et qu'on reste unis et que cet objectif-là soit le seul objectif qui vaille pour tout un chacun. Qu'on mette de côté tout ce que nous avons comme exigence du moment pour nous concentrer sur ça. De la même façon que le monde est en train de montrer au Mali un front uni pour soutenir le Mali, il est important que le Mali montre au reste du monde un front uni pour les accueillir et pour travailler avec eux. Le Premier ministre hier à son arrivée de Ouagadougou. Une journée d'échange a été organisée hier pour évaluer les activités de l'année en cours de la composante communication pour le développement du programme de coopération Mali-UNICEF. Au cours des échanges, les perspectives 2013 ont été évoquées par les participants venus du ministère de la Communication et de l'UNICEF. Le reportage est de Ramata Konaté. Politique, plaidoyer et communication constituent l'un des volets du programme de coopération entre l'UNICEF et le Mali. Il s'agit à travers cette composante de mettre l'accent sur la communication en vue de la promotion de bonnes pratiques en matière d'éducation, de santé et de protection des enfants. C'est pour savoir ce qui a été fait dans ces domaines en 2012, les difficultés rencontrées pendant cette période que se tiennent les travaux de la présente journée. Comme réalisation en 2012, on peut retenir l'inscription du concept communication pour le développement dans la 3e génération du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté CSRP 2012-2017. Les actions menées ont été d'abord des actions de renforcement de capacité parce que ce qui s'est passé l'année dernière dans nos prévision de risques. On avait identifié des risques d'inondation. On n'avait pas prévu toutes les situations qui se sont présentées. Donc il a fallu rapidement procéder au renforcement des capacités. Nous avons également essayé de disséminer la politique nationale de communication New Look, de mieux la faire connaître auprès des différents intervenants.
Donc grosso modo, en raison du contexte particulier qui est celui de 2012 et que vous connaissez, nous n'avons pas pu faire tout ce que nous envisageons de faire. Autre point important de cette revue des programmes 2012, les perspectives 2013, a rappelé que le programme de coopération entre l'UNICEF et le Mali est axé sur 4 composantes. Il s'agit de la survie de l'enfant, l'éducation de base et l'équité, la protection des enfants et les politiques plaidoyer et communication. Le leadership de ce dernier volet est naturellement assuré par le ministère de la Communication. Toujours hier, un atelier a été organisé à l'intention des journalistes économiques pour communiquer sur les stratégies du gouvernement de transition. Son but est de mobiliser davantage les ressources financières. Pour cela, 10 jours de session réunis une vingtaine de journalistes économiques du Mali. Le compte-rendu est de Mohamed Diarra. Les journalistes maliens à l'école des finances publiques, ils sont une vingtaine à s'informer sur le plan d'action gouvernementale pour l'amélioration et la modernisation de la gestion des finances publiques phase 2. Cette initiative vise à donner plus de visibilité au PAGAM GFP qui est un outil méconnu du grand public, mais très important pour la modernisation des finances publiques. Je vais un peu attirer l'attention des journalistes sur l'importance, c'est-à-dire que l'importance de la réforme, comment cette réforme est arrivée. Le budget, c'est l'ensemble des actions d'un gouvernement. C'est un programme pour un gouvernement, prélever de l'impôt, des recettes et pour le distribuer. Donc, si ce programme n'est pas bien fait, vous ne pouvez pas peut-être réduire la pauvreté. Donc, les finances publiques, c'est une sous-composante de PDI, c'est-à-dire le programme de développement institutionnel, et partant du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. La réussite du PAGAM GFP2 se pose donc comme un défi au département de l'économie, des finances et du budget. Les activités de communication liées à cette phase 2 du PAGAM nécessitent la mobilisation de plus de 100 millions de francs CFA selon les experts. Et le rôle dévolu à la presse malienne est joué très important. En termes clairs, l'outil, ici le PAGAM, est un tam-tam sans écho auquel les acteurs concernés, c'est-à-dire vous les journalistes, devez donner vie pour atteindre les cibles, vos lecteurs et auditeurs, pour faire connaître cet important programme de réforme de nos finances publiques. Pour asseoir une véritable politique d'appropriation du PAGAM GFP2, afin d'optimiser nos chances d'atteindre nos cibles, vous restez, chers participants, un important levier de dissémination de notre plan d'action. À travers la conception et la mise en œuvre du PAGAM GFP2, le gouvernement vise un certain nombre d'objectifs. Parvenir à terme à mobiliser et à allouer de façon efficiente un maximum de ressources. Et cela en vue de la réalisation des objectifs de croissance et de réduction de la pauvreté. Pour donc joindre la théorie à la pratique, les journalistes prévoient des visites dans les structures relevant du département de l'économie, des finances et du budget. Les responsables de la Direction nationale de la géologie et des mines viennent d'exécuter un projet dans le domaine de la construction des bâtiments et travaux publics financé par la société GET de la République tchèque à hauteur de plus de 600 millions de francs CFA. Ce projet qui va durer 4 ans s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le Mali et la République tchèque. Tchemoko Konaté. Prévu de la coopération entre le Mali et la société GET de la République tchèque, le projet de recherche des matériaux de construction des bâtiments et travaux publics qui s'achève ainsi était axé sur la production des matières premières. Par l'élaboration et la mise en œuvre de ce projet, les responsables de la Direction nationale de la géologie et des mines impriment un nouvel élan au rayonnement de cette structure. Depuis longtemps, le Mali ne fait qu'exploiter l'or. Donc, nous voulons sortir de cette monoculture pour diversifier nos actions. Donc, le projet s'inscrit dans le cadre de la diversification des activités minières. Cette cérémonie marquant la clôture officielle des travaux du projet a été mise à profit par les responsables de la société GET pour remettre un véhicule à la structure. Cela en vue de renforcer ses capacités d'intervention. L'occasion était également bonne pour faire un aperçu des impacts du projet. Dans la région de Caille, il a été identifié et évalué dans les localités de Selenkini, 47 228 400 tonnes
des roches carbonatées pour la production du ciment. Nafadji, 103 924 550 tonnes de roches carbonatées. La liste n'est pas exhaustive. Le projet qui a démarré en janvier 2009, soit une durée de 4 ans, a été financé à hauteur de plus de 600 millions de francs CFA. L'initiative patriotique pour le changement vient de lancer ses activités par une conférence de débat sur le thème « La jeunesse malienne face aux défis de la reconstruction nationale ». Il s'agit d'inciter les jeunes à une prise de conscience pour apporter leur contribution à l'édifice national. Reportage de Abdraman Maïga. Permettre à la jeunesse malienne de prendre conscience des défis auxquels elle doit faire face pour apporter sa pierre à la construction de l'édifice national. Telle est l'ambition de l'initiative patriotique pour le changement, une nouvelle association composée exclusivement de jeunes qui entend inciter la jeunesse malienne à se donner la main et converger ensemble pour la réussite du processus démocratique. Pour le lancement de cette association qui a vu le jour le 2 juillet dernier, ses responsables ne pouvaient choisir mieux que ce thème, à savoir la jeunesse malienne face aux défis de la reconstruction nationale. Un sujet d'actualité à travers lequel les initiateurs veulent éclairer la lanterne des participants sur le rôle qui est le leur dans la résolution de cette crise que traverse le Mali. Les objectifs de l'IPC, c'est ramener la jeunesse au niveau des sujets d'intérêt national, des questions de préoccupation nationale et faire en sorte que la parole des jeunes soit prise en compte au niveau des priorités du gouvernement. Au cours des exposés, plusieurs sujets relatifs aux défis actuels de la jeunesse ont été évoqués, notamment la formation, l'emploi, l'analphabétisme et l'incompétence. À l'analyse de ces différents problèmes, les conférenciers ont laissé entendre que pour gérer ces difficultés, il faut obligatoirement l'union sacrée entre tous les enfants du pays. Faire comprendre aux jeunes que le changement ne dépend que d'eux, que cette situation, c'est aux jeunes de prendre les devants. Pour atteindre ces objectifs, l'initiative patriotique pour le changement entreprendra une série d'activités dans les districts de Bamako et à l'intérieur du pays. Des actions qui auront pour effet d'informer et de sensibiliser cette couche qui occupe plus de 51% de la population active sur ses préoccupations et par conséquent l'inciter à participer pleinement aux actions de développement en faveur du Mali. L'association des veuves de Médina Koura, Doc Étant, vole au secours du centre de santé communautaire du quartier. Elle vient de faire un don au centre de santé communautaire de Médina Koura. Ce don est essentiellement composé d'eau de javel, de crésil, de savon et de coton hygiénique. Ce geste symbolique citoyen est très significatif, a été rendu possible grâce à l'ONG islamique Relief. Outre les organisateurs, la cérémonie de remise a réuni des élus locaux, des leaders religieux, des chefs traditionnels et une foule nombreuse. Direction l'Angola pour aller à la découverte, ou plutôt à la rencontre, du nouveau gouverneur de la province de Cabinda. C'est une femme et c'est une première. Elle a été présente à la célébration du 37e anniversaire de l'indépendance de l'Angola pour son premier bain de foule. Sur la tribune, le nouveau gouverneur de la province de Cabinda savoure sa première sortie officielle à l'occasion de la célébration du 37e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. Police, militaires, organisations civiles défilent devant Aldina Dalomba, la première femme à occuper ce poste. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme et possède un véritable esprit d'équipe dans le travail. Nous sommes contentes. Nous avons bon espoir et grâce à Dieu, nous voyons que la femme a aussi des capacités à commander. Ancienne secrétaire générale des femmes d'Angola, elle a également assumé des fonctions dans le secteur social et n'hésite pas à aller sur le terrain, encourageant ici des sportifs, inaugurant là des écoles. Mais dans cette province ravagée pendant des décennies par les violences entre les autonomistes kabindés et le pouvoir central de Luanda, son but principal est de rassembler. Pour les Angolais originaires de Cabinda qui se trouvent dans les pays voisins, en Europe ou en Amérique, nous leur disons que c'est le moment, car le Cabinda s'est engagé dans la voie du développement. Native de Cabinda,
Elle y a fait ses études et toute sa carrière. À 48 ans, Aldina Dalomba a été nommée par le président Dos Santos à la tête d'une des provinces les plus contestataires du pays. Voilà, bonne chance à Aldina Mathilde Kalanda. Retour à l'actualité nationale avec la chronique santé du jour. Est en neurologie pour parler de l'épilepsie, la maladie neurologique la plus répandue après la migraine. Non contagieuse, elle touche 17 000 Maliens sur 1000. J'y arrive. Vous allez découvrir qu'il existe plusieurs types d'épilepsie et certaines ne se manifestent pas toujours d'une façon spectaculaire. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Emmanuel Dambélé. De l'épilepsie, la plupart des personnes ne connaissent que sa manifestation spectaculaire. Un patient qui s'agite, tombe, bave et perd connaissance pendant un bout de temps. Mais ce type de crise n'est que l'une des manifestations de l'épilepsie. Quand c'est la manifestation tonico-clonique classique que tout le monde connaît, les criquements où l'individu se met à convulser et à tomber, là c'est facilement reconnaissable. Mais les autres manifestations, nous le reconnaissons, c'est pas souvent très évident. Une crise peut se manifester partout. Quand c'est les régions visuelles du cerveau, les régions occipitales qui se manifestent, c'est quelqu'un qui, arrêté, va voir une manifestation visuelle. Des flashs lumineux, des spots lumineux qui vont durer pendant un bout de temps. Quand c'est les régions du cerveau qui s'occupent de l'odorat, la personne peut sentir brutalement une odeur, que ce soit désagréable plus ou moins ou non, mais qui a la particularité d'arriver et de perturber l'activité que la personne est en train de faire. Quand c'est les régions gustatives, ça peut être une sensation de goût. Ce qui fait que l'on parle souvent de plusieurs types d'épilepsie. La maladie en tant que telle se manifeste par des décharges hypersynchrones de population neuronale au niveau du cerveau. Selon que ces décharges concerneront une partie ou l'ensemble du cerveau, on parlera de crise partielle ou généralisée. L'analyse des signes que présente le patient pendant la crise, l'interrogatoire et l'encéphalogramme permettront de savoir s'il s'agit d'une crise épileptique, si la maladie est grave ou bénigne. Il permet également de déterminer si elle est sensible au traitement ou pas. Les causes de l'épilepsie sont classables en 3 grands groupes. Il y a d'abord ce qu'on appelle les causes idiopathiques, c'est-à-dire qui ont un substratum génétique, qui ne sont pas dus fondamentalement à des lésions du cerveau, qui ont plutôt des facteurs génétiques. Il peut y avoir des épilepsies dues à des causes acquises. Dans notre contexte malien, il faut rapidement insister sur les conséquences périnatales des accouchements des enfants nés dans des conditions difficiles, des séquelles de méningite, des séquelles même de paludisme. Et il y a un troisième groupe d'épilepsie qu'on appelle les épilepsies cryptogéniques, pour lesquelles pour le moment la science n'arrive pas à savoir. Les travaux continuent, on n'arrive pas à savoir l'étiologie réelle. La pathologie traîne avec elle un poids social lourd avec la stigmatisation des patients alors qu'elle n'est pas contagieuse. Donc à l'école, l'enfant épileptique est stigmatisé. Il est mis à côté. Ses camarades ont peur de lui. On pense qu'il peut contaminer par sa bave. On pense qu'il peut contaminer ses camarades par ses excréments. Et tout ça est extrêmement faux. L'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse et l'épileptique n'est pas dangereux. Au Mali, environ 17 personnes sur 1000 seraient épileptiques et la maladie est plus répandue en campagne qu'en ville en raison de l'incidence des maladies infectieuses et des complications liées à l'accouchement. Pour cette maladie qui n'est pas une fatalité, les statistiques au niveau mondial parlent de 12 à 13 cas d'épilepsie pour 1000 habitants. L'épilepsie se guérit. Dans un pourcentage extrêmement élevé, on dépasse largement les 80%. L'épilepsie est une maladie curable. Parmi les maladies neurologiques, l'épilepsie est la plus fréquente après la migraine. Bien qu'elle puisse survenir à tout âge, l'épilepsie se manifeste habituellement durant l'enfance ou l'adolescence ou encore après l'âge de 65 ans. Chez cette dernière catégorie, le risque est accentué par l'augmentation des cas de troubles cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux.
Merci Tchessira Dambélé pour ces informations sur l'épilepsie. Je rappelle que l'épilepsie touche 17 Maliens sur 1000. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain dans la matinée. D'autres informations, c'est à 18h et à 20h avec Aïssata Ibrahim Maïga. D'ici là, restez sur l'ORTM. Le programme continue. Et merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation.